Merci de votre attention. Excellent début de semaine. L'actualité ce lundi, l'opération de bornage et de démarcation à la frontière Togo-Bénin. Elle réunit les commissions techniques des deux pays pour éviter d'éventuels conflits entre les peuples à la frontière. France présidentielle, Emmanuel Macron élu est déjà dans le costume de président ce matin pour la commémoration du 8 mai sur les Champs-Élysées aux côtés de François Hollande, encore président, lui, pour quelques jours. Emmanuel Macron a obtenu 65,8% des suffrages et devient le plus jeune président de l'histoire de France à 39 ans. Enfin, de l'exposition des tableaux qui racontent une vie, un thème, la paix en l'occurrence. L'Association internationale des artistes Paix entre les peuples expose ses œuvres à l'Institut français de Lomé, une exposition vente que va nous raconter Augustin Cossy en fin de journal tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. Le président Faure Gnassingbé accueilli à Lusaka ce lundi à l'aéroport Kenneth Kaunda par son homologue Edgar Lungu pour une visite d'État en Zambie. Les deux pays à l'occasion vont s'employer à promouvoir leurs relations de coopération, à renforcer le cadre juridique de cette coopération, ce qui passe aussi par la définition et l'orientation des actes prioritaires. Le Togo et la Zambie, très engagés pour le maintien de la paix, siègent tous deux au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Nous reviendrons sur ce voyage du chef de l'État en image avec notre envoyé spécial à Lusaka. Pas de mur à construire à la frontière Togo-Bénin. Déclaration, vous allez l'entendre tout à l'heure, du ministre béninois de l'Intérieur. Une déclaration à l'occasion du lancement d'une opération de bornage et de démarcation à la frontière entre les deux pays. C'est pour éviter d'éventuels litiges entre les deux peuples, le Togo et le Bénin. Le compte-rendu de Nestor Mouzou et notre bureau à Kara. Le Togo et le Bénin se sont engagés à retracer les frontières entre eux, identiques à ce que les colons ont établi. La localité de Madiatom est le point de départ de l'opération. Opération qui s'inscrit dans le projet Gestion intégrée des frontières de l'Union africaine et qui est exécutée par une commission mixte paritaire Togo-Bénin. La frontière, c'est une ligne imaginaire où les colonisateurs ont choisi des points déjà précis pour donc créer les deux États. Qu'est-ce que nous avons fait? Le déroulement, c'est de permettre à nos spécialistes, on en a de très bons, qui ont fait tout le tour de cette frontière et qui ont cherché à retrouver, soit physiquement, soit par des calculs, soit par des travaux techniques scientifiques, les emplacements des bornes, quand ces bornes sont disparues. Quand elles ne sont pas disparues, alors on les retrouve comme là maintenant, on les repositionne. Or, de 1901 à 1913, lorsque nos colonisateurs faisaient les bornes, eux ne savaient pas que ça peut pourrir ou ça peut se détruire. Donc ils ont fait de petites bornes. Alors nous avons décidé de faire de grandes bornes qui répondent aux caractéristiques des Nations Unies. Le lancement de l'opération de bornage et de la démarcation de la frontière a été couplé de la remise des infrastructures de fourniture d'eau potable. L'ensemble de ces activités est accompagné financièrement par la République fédérale d'Allemagne à travers son bras opérationnel, la GIZ. La République fédérale d'Allemagne vous dit qu'elle est à votre côté dans votre noble et exaltante tâche de gestion conjointe de votre frontière commune qui en place l'homme au centre des impératifs de paix, de sécurité, de stabilité et de développement socio-économique. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit est de haute portée humanitaire car le droit d'accès à une source d'eau potable, comme le dit l'écrivain Jérôme Duhamel, une eau en buvant laquelle on ne meurt pas, est une chose essentielle pour la vie et la dignité humaine. La matérialisation de la ligne frontière entre le Togo et le Bénin est la traduction concrète de la résolution du Caire de 1964 de l'Union africaine, à l'époque OUA, consacrant le respect des frontières tel qu'hérité au moment de l'accession des pays africains à l'indépendance. La Commission de l'Union africaine est ravie de constater que vos deux pays sont également engagés dans une dynamique de délimitation de votre frontière maritime commune et d'extension du plateau continental au-delà de 200 000 marins. Cela dénote de votre engagement à mettre en application l'article 13 de la Charte africaine sur la sécurité, la sûreté et le développement du 15 octobre 2016, dite Charte de Lomé.
Pour le ministre béninois de l'Intérieur et son collègue togolais de l'administration territoriale, le bornage et la démarcation de la frontière ne doivent pas être considérés comme une séparation entre les peuples vivant au long de cette frontière. Dans d'autres pays, pour matérialiser des frontières, cela se fait sous la tension, avec des canons de part et d'autre, des soldats lourdement armés pour voir qui va faire quoi. Ici, on a la chance. Cela se fait avec la danse, le rythme. Et après, il paraît qu'on va boire un coup. Entre le Bénin et le Togo, on ne construit pas des murs pour notre frontière, c'est des ponts qu'on construit. On va peut-être traverser un. Et sachez qu'entre le Togo et le Bénin, c'est la frontière la plus calme. Et quand nous voulons dormir et rêver en couleur, on regarde vers le Togo. Quand on veut dormir, on a des cauchemars, c'est quand on regarde dans les autres frontières. On ne peut que s'en féliciter. Nous ne voulons pas entendre parler de discorde entre vous. Nous, au niveau de l'exécutif, même au niveau des élus, nous sommes ensemble. Et pourquoi vous, au niveau des frontières, vous seriez divisés? Donc la venue du ministre du Bénin a un sens capital que je souhaite que vous perceviez. C'est pour montrer que nous sommes ensemble. On se marie entre nous, on se visite, on fait les cérémonies ensemble. La petite ligne là ne va pas venir nous diviser. Au total, 241 bornes seront remplacées par de nouvelles, selon les limites sur lesquelles les membres de la commission mixte paritaire vont se mettre d'accord. La date butoir est fixée en 2022. Elle concerne aussi les autres pays africains engagés dans le même processus. Banque cherche argent, 50 milliards de francs CFA pour la BDC d'ici au 2 juin prochain. Et c'est pour financer différents projets dans l'espace 8 mois. L'opération d'emprunt obligataire vient d'être lancée. Marceline Chakwala, Firmé Adjinari. Refus de prise en charge, indemnisation insuffisante et différends concernant le règlement d'un sinistre. C'est quelques-unes des sources de litige qui opposent les assurés et les assureurs. La Commission régionale de contrôle des assurances, CRCA, est l'institution sous-régionale qui veille au respect des droits des sinistrés et régule les actions de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA afin d'éviter les désagréments causés aux sinistrés. Cette 87e session ordinaire du CRCA permettra d'examiner les plans de financement demandés aux sociétés et d'intégrer de nouvelles compagnies d'assurance. Les décisions que nous allons prendre vont aller dans le sens de la sauvegarde des intérêts des assurés. Lorsqu'une compagnie d'assurance ne paie pas ses sinistres, nous avons effectivement ce nombre de sanctions. D'abord, nous demandons de payer dans les délais impartis par réglementation. Et au cas où elle ne les respecte pas, en ce moment, nous passons à des sanctions. Sanctions d'ordre administratif et d'ordre pécuniaire. Toute personne qui souscrit à une assurance dans la zone CIMA a droit à 30% de sa cotisation en cas de sinistre. Une situation qui n'arrange pas forcément les assurés et qui renforcerait les préjugés à l'encontre des compagnies d'assurance. C'est normal que les assurances demandent des documents parce que sinon n'importe qui se présenterait au guichet et demanderait à être indemnisé d'un sinistre qui n'a jamais existé. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est que la demande nécessaire de documents soit un prétexte à ne jamais payer le sinistre. Et il est vrai qu'on observe certaines lenteurs de règlement. C'est pour ça qu'il faut que l'autorité de contrôle soit encore plus vigilante. Il y a également un ratio financier auquel vous pourriez être attentif, c'est le ratio de sinistre à prime, c'est-à-dire la part des primes qui est reversée sous forme d'indemnité de sinistre aux assurés. En marge des travaux de cette session ordinaire, certaines sociétés d'assurance de la zone CIMA seront auditées par rapport à leur fiabilité et leur niveau de satisfaction des assurés. Siège depuis le 1er janvier dernier jusqu'en 2019 au CRCA, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Mali et le Tchad.
Vous l'aurez compris, c'était donc là l'ouverture de la 7e session ordinaire de la Commission de contrôle des assurances, travaux consacrés à l'examen des nouvelles demandes d'agrément de la société d'assurance et au contrôle sur les compagnies d'assurance effectuées par la CIMA, la conférence interafricaine des marchés, un sujet de Ferdinand Tassoua Lucassi avec Christine Pétieki-Eloudet. Cela dit, retour sur la banque, la BIDC, en l'occurrence la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, qui lance donc son emprunt obligataire 50 milliards de francs CFA d'ici au 2 juin prochain pour financer différents projets dans l'espace IOMOA. Marceline Tchakpala, Firmé Adjinari. Opération générale de prêt dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, veut mobiliser davantage des ressources en vue de contribuer à répondre aux exigences de développement des pays membres de l'UEMOA. C'est ce qui explique la tenue de cette rencontre institutionnelle de la banque pour lancer officiellement l'emprunt obligataire par appel au public à l'épargne afin de mobiliser un montant de 50 milliards de francs CFA. Il y a une épargne qui est latente, qui est dormante. Il faut que des institutions comme la BIDC puissent la capter pour financer des projets intéressants pour notre région. Aujourd'hui, la BIDC lance son 4e emprunt obligataire et toutes les autres opérations se sont déroulées avec succès. Et nous espérons, avec l'aide de la presse, avec l'aide de tout le monde, que celle-ci également va atteindre, voire dépasser largement les espérances. La mobilisation des ressources nous conduit notamment à ce type d'activité. Donc les besoins sont énormes et nous sommes là pour vous inviter à toucher du public pour que cette souscription-là soit largement émise. Les souscriptions sont ouvertes à toute personne physique ou morale, résidente ou non, dans l'espace UEMOA. Elles sont prévues du 3 mai au 2 juin 2017. La BIDC est créée en 1999. Elle a pour vocation de contribuer à la création des conditions permettant l'éclosion d'une Afrique de l'Ouest économiquement forte, industrialisée, prospère et intégrée. À signaler également dans l'actualité ce lundi, cette session de formation des acteurs sur l'élaboration des dossiers d'appel à concurrence. Qu'est-ce que c'est? C'est noté d'abord que c'est l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, qui organise la séance. Les explications maintenant avec son directeur général. Il est au micro de Medina Salami. Dans le cadre de la stratégie de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique adoptée par le Conseil de régulation de l'autorité de régulation des marchés publics pour la période allant de 2017 à 2020. Et la thématique qui démarre ce jour porte sur l'élaboration des dossiers d'appel à concurrence. Le dossier d'appel à concurrence présente les spécifications techniques et les éléments que les candidats doivent respecter. Et c'est un référentiel essentiel pour l'autorité contratante et pour les opérateurs économiques. Pour que le processus ou la passation se déroule dans de bonnes conditions, tout dépend de comment le document, le dossier d'appel à concurrence est ficelé, est préparé. Nous voulons donc qu'il soit mieux outillé et qu'il prépare mieux ces dossiers pour qu'on arrive plutôt à avoir un délai rapide de passation des marchés. Les explications du directeur général de l'ARMP, l'autorité de régulation de marchés publics. L'enseignement maintenant vers l'élaboration d'une politique nationale sur les enseignants. L'UNESCO s'implique et propose un guide. Les différents acteurs s'approprient depuis ce matin le contenu du dit guide pour un processus inclusif et participatif. Trinité Kelelem, Clarisse Ticler. Le Togo est en voie de mettre en place une politique nationale sur les enseignants pour mieux juguler les différents problèmes qui secouent le secteur. L'UNESCO, sollicité à cet effet, a proposé un guide d'élaboration de la politique nationale sur les enseignants dont le contenu est disséminé ici au profit des différentes parties prenantes. C'est un document complet, un guide complet que l'UNESCO met à disposition des pays et qui veut se lancer dans cet exercice de, disons, d'élaboration d'une politique relative aux enseignants. Et l'intérêt pour le Togo, que nous trouvons d'ailleurs très courageux, c'est d'aborder toute l'éducation dans son ensemble, tous les sous-secteurs, et mener une réflexion d'ensemble et pour
système éducatif de qualité, un système éducatif qui vise, disons, l'amélioration des apprentissages. Et quand on vise les apprentissages, on vise le développement du pays en son entier. Que ce soit l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou même technique, chaque sous-secteur est représenté. Le processus se veut donc inclusif et participatif pour garantir l'adhésion de tous les acteurs et partenaires de l'éducation au Togo. Il s'agit de créer les conditions d'une action portant sur la condition enseignante qui soit globale et systématique, de façon à promouvoir un système éducatif performant, dont les enseignants sont des acteurs majeurs. Ça va apporter évidemment plus de clarté dans les actions, plus de visibilité pour tous et chacun, pour le gouvernement et tous les acteurs. Il s'agit de la matérialisation de l'engagement de l'État togolais qui veut assurer une éducation de qualité pour tous à l'horizon 2030. L'exercice qui nous rassemble ce jour lance le processus d'élaboration de la politique nationale sur les enseignants au Togo. Il s'agit d'un acte majeur et fondateur dont le succès conditionnera l'aboutissement heureux du processus engagé. Je vous invite donc à donner le meilleur de vous-même pour une véritable appropriation de cet important guide. C'est donc sur la base du guide que la politique nationale sur la question enseignante prendra forme. Les enseignants seront beaucoup plus motivés et le système éducatif sera toujours au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Il est 20h17 à l'étranger. Il fait la une des journaux depuis ce lundi matin. Emmanuel Macron qui aura enchaîné une longue nuit de victoire avec cette première journée de présidence. Ce n'est que tard hier soir qu'il a quitté son quartier général. Retour sur les 3 images fortes de la soirée de victoire à la présidentielle française. L'image se veut historique. Emmanuel Macron endosse le costume de président. Une longue marche. Seul, autour de la pyramide du Louvre. Hymne européen, mise en scène solennelle, qui rappelle François Mitterrand au Panthéon juste après son élection. Une photo de famille également. Le candidat victorieux, son épouse, leurs proches et des milliers d'électeurs entonnent ensemble la Marseillaise. Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France! La dernière image est celle d'un jeune président qui savoure son élection. 1h30 du matin, à la sortie de son QG, le président élu regagne son domicile. Et cette victoire a été certes annoncée dans les enquêtes d'opinion cette semaine. Il n'empêche, il aura déjoué tous les pronostics. Emmanuel Macron, président, c'est l'histoire d'une série de ruptures, l'histoire d'un homme pressé qui aura finalement su forcer le destin alors que les portes lui semblent fermées. Regardez. Jour à Orléans, Emmanuel Macron était allé célébrer Jeanne d'Arc. Mais de qui au juste parlait-il dans son discours? Elle a su rassembler la France pour la défendre, dans un mouvement que rien n'imposait. Comme une flèche, sa trajectoire est nette. Jeanne fend le système. Le système, lui, a pensé pouvoir le dompter, de l'intérieur, au plus près du pouvoir, dans l'ombre de François Hollande à l'Élysée dès 2012. Je trouve qu'il manque un truc, alors qui serait le point de fuite qu'on pourrait avoir, mais qui est... Simple secrétaire général adjoint, mais très influent sur la ligne économique, il s'oppose à la limitation du salaire des patrons et trouve trop tiède la réforme des retraites. En juin 2014, il s'en va une première fois. Cela aurait pu être le début d'une autre vie. Enseignant à Berlin ou Londres, comme on le lui propose, il songe aussi à créer une société de conseil. 3 mois de flottement, et finalement... Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie... Emmanuel Macron, ministre, annonce d'emblée la couleur. Du numérique. Jugez-moi sur les actes et sur les paroles.
Et on a pu juger le pilier d'un gouvernement socialiste qui pilonne les fondamentaux de la gauche, un pari plutôt osé. On peut défendre les 35 heures sans pour autant les mettre sur un piédestal. Il faut accroître la part, en effet, de mérite, la part d'évaluation dans la rémunération de la fonction publique. Le ministre défie même François Hollande sur la déchéance de nationalité qu'il conteste. Emmanuel Macron a sa lecture de la montée du fanatisme. Il y a un terreau que nous avons laissé constituer. Et ce terreau, c'est notre responsabilité. Et finalement, je souhaite aujourd'hui entamer une nouvelle étape de mon combat. Emmanuel Macron démissionne pour la deuxième fois. Il faut dire qu'entre-temps, il a osé un autre pari un peu fou, avec un air presque timide le jour de son lancement. J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. On connaît la suite. En Marche, parti de rien, compte aujourd'hui 270 000 adhérents. Se retrouve en bas dès que vous avez fini votre cage d'escalier. Et s'est transformé en fusée présidentielle. Emmanuel Macron a osé les meetings aux airs de concert de rock et même la touche romantique. J'y suis prêt. À tes côtés, Brigitte. L'audace d'Emmanuel Macron, souvent critiquée, lui a indiscutablement réussi. Retour chez nous dans le reste de l'actualité. Cette opération de vente aux enchères de paquets de ciment saisis, c'était ce matin. D'autres produits ont été également saisis. Des produits impropres à la consommation détruits, eux. Le compte rendu de Esther Laclé. Pour le profane, la diminution de la quantité du paquet de ciment passe très souvent inaperçue. Aux côtés de ces consommateurs, des services spécialisés du ministère du Commerce, de la Sécurité, de l'Association togolaise des consommateurs et de la Ligue des consommateurs du Togo. Ils ont saisi depuis 2 mois des sacs de ciment, 19,5 tonnes au total, saisis pour siphonnage. C'est également le cas de ces barres de fer, 1,02 tonnes, ne répondant pas aux normes requises. Des produits vendus ici aux enchères. J'ai appris ça par un frère que c'est comme ça, il y a le vent de ciment à côté ici, c'est pourquoi moi aussi je suis venu pour acheter. C'est moins cher, c'est pourquoi je suis venu pour profiter, pour prendre ça. Le gouvernement lutte ainsi au quotidien pour préserver la sécurité sanitaire des consommateurs. Les contrevenants et opérateurs économiques indélicats sont punis suivant la loi. Nous vérifions au niveau du ciment que les paquets vendus à la population respectent également les normes, que le poids inscrit sur les paquets sont vraiment les poids qu'on trouve dans ces paquets. Et nous avons constaté que certains distributeurs aspirent du ciment et donc un paquet normalement de 50 kg ne fait plus les 50 kg. Autres produits saisis, des vivres et non-vivres périmés ou déclarés impropres à la consommation humaine. Ils vont de sacs de riz aux produits pharmaceutiques, passant par des produits cosmétiques, le tout estimé à 52,525 tonnes. Et c'est sur le site de stockage de déchets d'Akepe, localité située à une vingtaine de kilomètres de Lomé, que ces produits ont finalement été détruits. Occasion de rappeler la population à plus de vigilance et de collaboration. Il va de la santé publique, de la santé de nous tous. Ce qui est mis sur le marché, c'est nous tous qui sommes concernés. Donc j'invite vraiment tous les consommateurs à nous aider à bien faire notre travail. Et pour ce qui est des opérateurs économiques indélicats, je voudrais leur signaler que nous allons prendre nos responsabilités pour lutter contre cet état de choses. Le site qui accueille ces déchets a une superficie de 80 hectares et peut accueillir 300 000 tonnes de déchets par an selon les normes internationales pour une période minimale de 20 ans. 13 milliards de francs CFA ont été déboursés pour mettre en place cette infrastructure en construction. De la culture maintenant, d'abord le festival Chanson Anime à Kara avec l'artiste de la chanson Wilfried, le récit avec Nestor Mojou sur place.
Le festival Tchozonanyem se taille une place dans les événements culturels dans la préfecture de la Koza. Il est à sa 4e édition cette année et se veut un canal pour valoriser la musique et les rythmes de la Koza. « 12 candidats ont été retenus pour la finale du festival Tchozonanyem, un terme dont le sens est le patrimoine des ancêtres. Akrima, Hesse, Souye, Nondo, et Longo. Sont les instruments que les candidats ont utilisés pour exprimer leur talent. Les instruments traditionnels sont en voie de disparition. Voilà. Et puis, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus se donner à ces instruments. Quelquefois, il y a aussi certains, compte tenu de leur rang social, ça ne les permet pas, ils disent que ça ne les permet pas de jouer, de toucher aux instruments traditionnels. Donc automatiquement, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus transmettre cette connaissance. Et d'autres disent aussi, compte tenu de leur religion, ça ne les permet pas de jouer les instruments traditionnels. On a quand même déjà commencé par perdre beaucoup de choses en matière de la culture. La compétition au niveau de Akrima a été gagnée par Wiao Palanga. Bacha Chende s'est illustré comme le meilleur en matière de Hesse. Wiao Bilao est le premier du côté de Souye. L'instrument Nondo a été mieux utilisé par Akoti Aliti. Noé Chamja est monté sur la plus haute marche du podium en ce qui concerne l'instrument Longo. Pour clore la soirée, Wilfried Akare est monté sur scène et a servi au public quelques morceaux phares de ses albums. Et un festival en chasse, un autre, redonne vie et goût au théâtre. Eh bien, c'est l'objectif ici pour les universités de Kara. Le club UNESCO sur place perd donc à l'initiative, encouragée par le Fonds d'aide à la culture. Nestor Moujou. Des instants qui marquent le lancement du festival de théâtre des universités publiques et privées de la région de la Kara. Une première du genre à mettre à l'actif du club UNESCO de l'université de Kara. Reconnu comme une des composantes du développement holistique de l'homme et même un art qui adoucit les mœurs, le théâtre n'a malheureusement plus l'engouement qu'il a connu par le passé. C'est donc conscient de cette situation que le club UNESCO de l'université de Kara a pris l'initiative de ce festival qui voit la participation de 4 universités, à savoir le CIB, l'Institut Monseigneur Bakossi, l'Université de Kara et l'Institut supérieur de management Adonai. Ce festival a pour but de valoriser le théâtre, de permettre le brassage des étudiants de ces 4 universités, de permettre aux participants, aux festivaliers, de prendre le théâtre pour carrière. Et nous savons aujourd'hui que le théâtre est un canal par lequel nous pouvons sensibiliser. Et c'est la raison juste pour laquelle nous avons retenu le thème « La culture de la citoyenneté » à travers le théâtre. Donc c'est les objectifs que nous poursuivons grâce à ce festival, que nous avons eu la chance d'être financé par le Fonds d'aide à la culture. L'idée qui nous a amené à initier ce festival est que nous avons constaté que le théâtre est en déclin, au détriment des feuilletons, des vidéos au bord des routes. Or, ces feuilletons et puis ces vidéos ne relatent pas les faits de chez nous. Le club UNESCO de l'Université de Kara a souvent été invité pour participer au FESCOA, Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest. Au lancement de son premier festival, il a fait venir la délégation des clubs UNESCO du Bénin, du Mali et du Niger pour un partage d'expériences à travers des panels de formation en matière de théâtre. Et voilà qui marque la fin de cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore de partout sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente soirée.